Bienvenue dans cette révision en ligne. En fait, exceptionnellement, la révision va se faire, est enregistrée à l'avance, puis partagée sur YouTube. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire pour cette deuxième révision de univers matériel, je vais venir regarder avec vous les propriétés physiques des solutions, fait que les concentrations, les ions et la conductibilité électrique. Ensuite, on va parler d'électricité et d'électromagnétisme. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, on commence tout de suite avec les concentrations. Les concentrations, on a trois types de concentrations qu'on doit connaître pour l'examen du ministère. Donc, la concentration en grammes par litre, concentration pourcentage et la concentration en ppm. Donc, je vais descendre ici tout de suite un petit peu. Je vais regarder ici ce que vous avez comme formule. Donc, les formules qui sont fournies, c'est celle-là ici pour la concentration. Ça ne donne pas beaucoup d'indications, mais des indications qui sont quand même super importantes. Donc, tout d'abord, on vous dit que la concentration, c'est toujours la quantité de soluté sur la quantité de solution. Fait que la soluté, c'est ce qu'on va ajouter à l'intérieur de notre substance, ou dans le fond, c'est ce qu'on, par exemple, qu'on essaie de dissoudre, ou c'est ce qu'on rajoute là, à l'intérieur. Et la solution, c'est le total, c'est le soluté plus le solvant. Donc, souvent, là, pour trouver notre solution, il faut additionner le soluté avec le solvant. Le solvant, qu'est-ce que c'est? C'est le liquide. Souvent, c'est des liquides, là, ou encore la substance dans laquelle on va dissoudre l'autre. Donc, par exemple, si je te dis, je rajoute de la poudre de Gatorade dans l'eau, la poudre de Gatorade, c'est le soluté, puis l'eau, c'est le solvant. Et la solution, ça va être le Gatorade plus l'eau ensemble. Ça, c'est ma solution au complet. La solution, c'est le total. Voilà, de ce qu'on ajoute. Donc, toutes les concentrations fonctionnent de la même façon. Quand on a une concentration qui est en grammes par litre, en fait, c'est que notre unité de mesure doit être grammes par litre, tout simplement. Donc, par exemple, je pourrais dire, je vais aller à un endroit où j'ai de l'espace, quelle est la concentration? Concentration en grammes par litre. Si je dissous, donc je dissous 3 grammes de poudre de Gatorade dans, je sais pas, là, 500 millilitres d'eau. Donc, pour trouver la concentration, je dois m'assurer d'avoir des grammes par des millilitres, des litres. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Là, ici, j'ai des millilitres. Donc, première étape, là, je vais venir, je sais que ma concentration, c'est la masse de mon soluté ou la quantité du soluté sur la solution. Donc, ici, je vais transformer, là, je vais dire que je vais pouvoir déterminer que 500 millilitres, c'est en fait 0,5 litres. Comment est-ce que je peux le savoir? Bien, mon millilitre, là, je vais le diviser par 1000. Donc, millilitres, je divise par 1000. Donc, je déplace ma virgule de 3 positions. Ça va me donner 0,5 litres. Donc là, tu peux aussi réfléchir avec ton cerveau. Là. Tu sais, un litre, c'est beaucoup plus gros qu'un millilitre. Donc, c'est normal que si j'ai 500 millilitres, ça me donne une petite quantité de litres. OK? Si j'ai 500 millilitres, c'est moins d'un litre. Des millilitres, c'est plus petit que des litres. Ça va? Donc là, je te le dis là, parce que si ça te donne là, genre 5000 litres, je sais pas trop combien de litres, quand tu fais ta conversion, là, tu es dans le champ de patates. Là, ça se peut. Un 500 millilitres, là, c'est genre une petite canette de boisson. OK? Ça se peut pas que ça donne là, des milliers de litres quand tu le convertis. Donc, retour à notre concentration. Là, maintenant, ce qu'on veut, c'est... Oups, j'ai pas le bon crayon. Voilà. Donc, on veut savoir notre concentration en grammes par litre. Donc, concentration est égale à la masse du soluté 3 grammes sur 0,5 litres. Et là, je vais utiliser ma petite calculatrice ici parce que j'en ai pas amené d'autres. 3 divisé par 0,5 litres,
Donc, ça veut dire que dans ce cas-ci, là, c'est un peu niaiseux, là, j'aurais dû le faire calcul mental, mais c'est pas grave. Donc, ça nous donne une concentration de 6 grammes par litre. OK? Ça se peut aussi qu'on vous dise, par exemple, quelle est la concentration en grammes par litre si je dissous. Je vais donner un autre exemple. Donc, voyons. Bon, je dissous, je sais pas, là, 250 mg de poudre de Gatorade dans 100 ml d'eau. Donc, même chose, grammes par litre. Je dois faire des conversions super importantes. Donc, fais-le tout le temps, là. 250 mg, je divise par 1000, je déplace ma virgule de 3 positions. Et 100 ml, donc je déplace ma virgule de 3 positions. Donc, ma concentration, C est égal à 0,250 sur 0,100. Donc, dans ce cas-ci, 0,250 divisé par 0,100. Donc, j'aurai une concentration de 2,5 grammes par litre dans cette situation-là. Donc, je vais enlever la calculatrice, je remonte. Oui, je voulais vous montrer ici pour Alloprof. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. La masse volumique, la concentration massique volumique ou encore grammes par litre. Donc, l'exemple qu'on vous dit ici, c'est la concentration, bon, machin. Exemple, 25 grammes de soluté sont dissous dans 980 ml de solution. Donc, ma masse, 25 grammes. Le volume, pourquoi il ne me le met pas? Étrange. Je pense que c'est une erreur ici, là. Ça devrait être 800 ml de solution. Donc, 800 ml, c'est 0,8 litres. Donc, j'ai 25 grammes divisé par 0,8 litres. Donc, ici, j'aurais 31,25 grammes par litre. Donc, toujours unité de mesure grammes divisé par litre pour la concentration en grammes par litre. Maintenant, en pourcentage, donc quand tu travailles avec une concentration en pourcentage, tu as une masse de soluté et un volume de solvant, mais là, ce qui est super important, c'est que tes unités de mesure ils soient équivalents. Donc, grammes équivalent avec millilitres et kilogrammes équivalent avec litres. OK? Ça peut être aussi des milligrammes avec des... ouais, OK, non, j'ai rien dit. Donc, grammes et millilitres, OK? C'est ce qui est le plus simple. Donc, grammes, millilitres. Quand tu fais un pourcentage, c'est comme quand tu veux savoir c'est quoi ton pourcentage sur un examen, tu vas faire la masse divisé par le volume fois 100. Mais c'est vraiment important d'avoir des unités de mesure qui sont équivalentes. Fait que grammes, c'est équivalent à millilitres. Donc, on va faire un exemple ici ensemble, en dessous. Donc, par exemple, mon même exemple que tantôt, OK, j'ai 250 grammes je dissous 250 mg de poudre de Gatorade dans 100 ml d'eau. Mais là, je ne le veux pas en grammes par litre, là, je veux ma concentration en pourcentage masse-volume. Donc, concentration, c'est la masse de soluté sur le volume de la solution. Toujours, toujours. Là, je dois avoir là, des unités de mesure qui sont équivalentes. Donc, je dois mettre tout ça, là, ici, millilitres, ça c'est bien, mais ici, il va falloir que je le mette en grammes pour que ça soit équivalent. Donc, mon volume, c'est 100 millilitres. La masse, elle est de 250 milligrammes. Donc, c'est des milligrammes, je divise par 1000, je déplace ma virgule de 3 positions, 0,25 grammes, 0,250 grammes. Donc, quand c'est un pourcentage, je vais faire la masse, donc 0,25 grammes sur le volume, 100 millilitres, fois 100, parce que c'est un pourcentage. Donc, on le calcule, 0,25 divisé par 100 fois
100, ça me fait 0,25% dans ce cas-ci. Je vais te donner un autre exemple parce que je ne veux pas que tu penses que le fois 100, c'est à cause du 100 qui est ici en dessous. Là. Ça n'a pas rapport. Quand tu fais un pourcentage, tu fais toujours fois 100. Donc, je vais te donner, on va faire un autre exemple ensemble. Donc, par exemple, on dissout crayon, 32 grammes de poudre de Gatorade dans 2 litres d'eau. Tu le veux en pourcentage, masse-volume. Donc, la concentration, c'est la masse du soluté sur le volume de la solution. Donc, la masse de mon soluté, c'est 32 grammes. Le volume de ma solution, c'est 2 litres. Et là, je vais le transformer en millilitres. Donc, je vais faire fois 1000, ça veut dire 2000 millilitres. Donc, la concentration, 32 divisé par 2000 fois 100, ça va me donner la concentration en pourcentage. Donc, je vais venir le calculer ici. 32 divisé par 2000 fois 100. Donc, ici, j'ai une concentration de 1,6% masse-volume. Ça veut dire que pour chaque 100 ml de ma solution, j'ai 1,6 g de solution. OK, ensuite, ppm maintenant. ppm, ici, on va venir faire les ppm. Donc, les ppm, c'est exactement comme les pourcentages. C'est pareil, 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 pareil. La seule différence, c'est que tu vas multiplier par 1 million. Donc, le ppm, ce qui veut dire, c'est les parties par million. C'est le nombre de particules qu'il y a pour 1 million de particules. Le pourcentage, c'est le nombre de particules pour 100 particules. Ici, c'est le nombre de particules pour 1 million de particules. OK, donc ppm, quelle est la concentration en ppm? On va y aller en rouge. En ppm, je dissous 25 grammes dans 20 litres d'eau. Donc, concentration, la masse du soluté sur le volume de la solution, c'est toujours la même chose. Là, ici, dans les ppm, c'est exactement comme les pourcentages. Tu dois avoir des unités de mesure qui sont équivalentes. La seule différence, c'est qu'à la place de faire fois 100, tu vas faire fois 1 million. Donc, masse, 25 grammes. Volume, 20 litres. En millilitres, je vais faire fois 1000. Donc, 20 000 millilitres. Donc, la concentration, c'est la masse. 25 divisé par 20 000 fois 1 million. Donc là, on est à 100 000, 10 000, 100 000, 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais le calculer ici. 25 divisé par 20, 1, 2, 3, 20 000 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'aurais 1250 ppm. Oui, c'est ça. Donc, ça me donne 1250 ppm. Donc, ça se peut aussi là, que dans les ppm, on te donne quelque chose là, qui te stresse un petit peu plus parce que par exemple, on passe de milligrammes à litre, OK? Puis là, ça devient comme mêlant. Mettons, je te dis, là, tu as 13 milligrammes de poudre de Gatorade dans, on va dire, 47 litres d'eau. Oups, tu vois pas. Donc, combien, là, en ppm, ça va donner? C'est la même chose. Concentration, c'est la masse fois divisé par le volume. On doit avoir des unités de mesure qui sont équivalentes. Donc, je vais transformer ça en unités de mesure équivalentes. Donc, la masse, 13 mg. C'est tout petit des milligrammes. Donc, je vais diviser par 1000 pour arriver à des grammes. Je tasse ma virgule de
3 positions, 1 position, 2 positions, 3 positions. 0,013 grammes. Et volume, j'ai 47 litres. C'est beaucoup, là, 47 litres. 47 litres, c'est genre 23,5, 2 litres de liqueur. C'est énorme. Fait que c'est beaucoup en millilitres. Donc, on va faire fois 1000 pour le mettre en millilitres. Donc, ça va être 47 000 millilitres. Et maintenant, on trouve nos ppm. Donc, concentration 0,013 grammes sur 47 000 millilitres fois 1 million, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu fais cette technique-là, là, tu ne te trompes jamais, jamais, jamais dans tes équivalences. Donc, ça donne 0,013 divisé par 47, 1, 2, 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça me donne 0,28 ppm. C'est tout petit. OK? Donc, on va venir voir ici ce que Alloprof nous dit. En ppm, ici, 25, c'est exactement la même technique que je vous ai montré. Donc, on a 25 grammes sur un volume de 800 millilitres. Donc, on a 25 divisé par 800 fois 1 million. Donc, ça me donnait 31 250 ppm dans cet exemple-là. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver le volume ou encore la masse si on a les ppm puis le nombre de le volume total. Okay? Donc, ça, c'est la même chose que si tu as un examen. Donc, par exemple, je te dis, là, il y a une solution qui est à 0,28 ppm. Puis là, je te demande, là, si j'ai un volume de 47 litres, combien est-ce que j'ai de grammes? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma valeur en ppm. Attends une minute. Donc, je vais faire ma valeur en ppm divisé par 1 million fois mon volume. Puis ça va me donner ici ma masse. Donc, comme si j'avais un pourcentage. Donc là, ici, je vais faire 0,28 divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois mon volume qui est 47 000 millilitres. Donc, si je fais cette réponse, là, je suis supposée arriver à 0,13 grammes. 0,013 grammes. Donc, 0,28 divisé par 3, 4, 5, 6 fois 47, 1, 2, 3, 47 000. Donc, j'arrive à 0,013 grammes. Donc, ça me donne mon résultat. Donc, ça veut dire que quand j'ai des ppm que je veux trouver la masse dans un certain volume, je vais faire ici le ppm divisé par 1 million fois le volume de ma solution. Exactement comme dans un examen. Fait que là, ça veut dire la petite capsule. Là, mettons, dans un examen, tu as eu 82%, puis tu veux savoir combien tu as eu de bonnes réponses si ton résultat était sur 35. Bien, c'est exactement ça que tu fais. Tu fais 82 sur 100 fois 35, puis ça va te donner le résultat. Donc, 82 sur 100 fois 35. Donc, ça veut dire que tu as eu 28,7 bonnes réponses sur 35. C'est ça ton résultat. Donc, c'est comme ça que tu peux passer de l'un à l'autre. C'est la même chose pour les pourcentages. Donc, si on dit, par exemple, on a une solution concentrée à 2,3% dans 300 millilitres de solution. Puis là, on veut savoir combien de grammes. Alors, ce que tu vas faire, c'est 2,3 divisé par 100 fois 300 millilitres. Je n'ai pas besoin de changer mes unités de mesure parce que millilitres, c'est une bonne unité de mesure. Moi, je veux que ça soit millilitres et grammes, des unités de mesure qui sont
équivalent. Mais si ce n'était pas le cas, si je ne voyais pas millilitres puis je ne voyais pas grammes ici, là, j'aurais une conversion à faire pour être sûr que mes unités de mesure sont équivalentes. Donc, je vais faire ici 2,3 divisé par 100 fois 300 égale 6,9. Ça veut dire qu'il y aurait 6,9 grammes de mon machin dans ma solution complète. Donc, voici pour les concentrations. OK, on continue. Donc, ça, c'est fait. Yeah! Échelle pH maintenant. Donc, l'échelle pH, là, elle nous permet d'identifier la valeur, en fait, en acidité d'une solution. Donc, échelle pH, elle est ici, est une échelle logarithmique qui permet de comparer le caractère acide, neutre ou basique des solutions. Donc, chaque fois qu'on va changer de une valeur dans mon échelle pH, on est 10 fois plus acide. OK? Fait qu'on n'est pas acide à 1, c'est qu'on est ici le 1000 fois plus acide que le 4. Ça va? Donc, le neutre, là, c'est pas acide, pas basique. C'est rien du tout. Donc, le neutre, la valeur 7 sur mon échelle pH, c'est la neutralité. Est-ce que ça veut dire que c'est bon pour la santé? Non, non. Ça veut juste dire que c'est ni acide ni basique. C'est une caractéristique parmi tant d'autres. C'est comme si, justement, avec les couleurs, c'est comme si on disait, hey, ça c'est mauve. C'est pas parce que c'est mauve que c'est bon pour la santé. Okay? Il y a plein d'affaires mauves que tu peux pas manger, puis il y a plein d'affaires mauves que tu peux manger. Ça n'a pas rapport. Donc, c'est la même chose avec l'échelle pH. C'est une indication, c'est une caractéristique. Donc, quand j'ai un pH de 6, donc plus c'est acide, le plus on est près de 0. Ça veut dire que si je te dis comme, hey, voici une substance avec un pH de 4, il faut que tu saches que 4, c'est acide, OK? Donc, plus je suis près de 0, plus c'est acide. Quand je suis à 6, je suis 10 fois plus acide que le 7. Quand je suis à 5, je suis 10 fois plus acide que le 6. 10 fois plus acide que le 5, 10 fois plus acide que le 3, que le 2, que le 1. Ça veut dire que les trucs qui sont à pH 1, ils sont 1000 fois plus acides. Donc 10 fois 10 fois 10. 10 fois 10, 100 fois 10, 1000. 1000 fois plus acides que les trucs qui sont ici à 4. L'échelle basique de l'autre côté, c'est exactement la même chose, mais de plus en plus basique. OK? Fait que ici, là, j'ai à 8, je suis basique. À 9, je suis 10 fois plus basique que 8. Ici, 10 fois plus basique que 9 et compagnie jusqu'à 14. Ça veut dire que les substances qui sont entre 7,1 et 14 sont basiques. Puis les substances qui sont à 6,9999 jusqu'à 0 sont acides. Et les substances, pour être neutres, elles doivent être parfaitement sur l'échelle pH à 7. Pas 7,1, pas 6,9, 7. Ça, c'est la neutralité. Donc, voilà pour l'échelle acide. L'échelle pH. Ensuite, on a les ions. Donc, je vais descendre ici pour les ions. Les ions, qu'est-ce que c'est? Bon, là, c'est la grosse affaire qui vous stressait bien gros, mais c'est pas si compliqué. Les ions, ça va être les tendances des éléments, comme par exemple ceux qui sont ici dans le tableau périodique, à vouloir gagner ou perdre des électrons pour atteindre la perfection électronique, donc la perfection des atomes, qui vont être ici là, les kings du tableau périodique, qui sont les gaz nobles, qui sont ici au bout du tableau périodique. Donc, je vais reprendre mon iPad parce que je pense que j'ai un tableau périodique ici. Ah oui, merveilleux. Puis là, on va regarder ça ensemble. Puis après ça, on va venir re-regarder sur Allo Prof. Donc, ça va bien nos affaires. Allez, on efface, on efface. Je sais que tu vois pas mon iPad, ça sera pas long. Ça sera pas long. J'efface des trucs. Voyons. Bon, je suis prête. OK, donc on a ici un magnifique tableau périodique. On a vu déjà ensemble que les éléments qui sont ici dans la dernière colonne du tableau périodique,
c'est ceux dont leur dernière couche électronique est pleine. Ça, on l'a vu quand on a vu le modèle de Rutherford-Bohr. Donc, ça veut dire que hélium, lui, il a juste une couche. Ça aussi, on avait vu ça, là. Il est sur la première ligne du tableau périodique. Il y a une couche. Ça veut dire que lui, le maximum qu'il peut avoir sur sa dernière couche électronique, c'est 2. Parce que la première couche, là, celle qui est la plus proche du noyau, est trop petite pour avoir plus que 2 électrons. Donc, on voit ça comme ça. Ici, le néon, lui, il y a 8 électrons de valence. Pourquoi? Parce que sa deuxième couche, elle est pleine. Donc, il y a 8 électrons de valence autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis, il y a 2 électrons sur sa première couche, puis il y a son noyau au centre. L'objectif des éléments, là, en fait, c'est d'atteindre cette perfection. Parce que ça, c'est très, très confortable. Quand ta dernière couche électronique, elle est pleine, tu n'as pas besoin de te soucier de rien. Tout est relax, tout est tranquille. Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre cette dernière couche électronique? Bien, en fait, ça va dépendre de la quantité d'électrons qu'on a sur notre dernière couche. Donc, si là, ceux qui sont... Ça me gosse, c'est pas assez gros. Bon. Ceux qui sont ici là, dans la première couche, la première ligne, première colonne, en fait, mon Dieu, excusez. J'ai dit 3 fois pas la bonne chose. Bon. Ceux qui sont dans la première colonne du tableau périodique, eux autres, ils ont un électron de valence. Un électron de valence. Ça veut dire que pour eux, ils aimeraient bien ça se débarrasser de leur seul électron de valence. Pourquoi? Parce que s'ils s'en débarrassent, bien, ils vont pouvoir se débarrasser de leur couche électronique au complet. Puis là, bien, ils vont atteindre là, la perfection comme les gaz nobles qui sont au bout du tableau périodique. Donc, je te donne un exemple juste en dessinant le modèle de Rutherford de, par exemple, notre ami le sodium qui est ici. Donc, il y a 11 protons sodium. Ensuite, il y a une deuxième couche électronique avec 2 électrons. Lui, il y en a 3 en tout. Là. Il y a une troisième couche électronique avec 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis là, il y a une troisième couche qui est ici. Il y a juste un électron de valence. Fait que là, s'il est capable de se débarrasser de cet électron de valence-là, là, il va se ramasser avec 8 électrons de valence, juste 2 couches, super heureux. Fait que là, lui, il va avoir tendance à vouloir donner un électron. C'est ça qu'il veut faire. Comme ça, il va donner à un autre élément. À qui est-ce qu'il pourrait donner un électron de valence pour que ça fonctionne bien? Bien, le match ultime, c'est ceux qui ont 7 électrons de valence. Voyons, si tu fais là. Ceux qui ont 7 électrons de valence ici, là, eux autres, il leur en manque juste un pour atteindre la perfection des gaz nobles. Donc, eux vont avoir tendance à vouloir ou à recevoir, je vais l'écrire comme ça, un électron, eux autres aussi. Ça va? Donc, nous, le truc qu'on se donnait en classe, c'est quand tu donnes un électron, tu es smart, ça veut dire que tu es positif. Ça veut dire que lui, eux autres, là, ceux qui sont dans la première colonne, quand ils vont former des ions, les ions, c'est quoi? C'est un débalancement entre le nombre d'électrons puis le nombre de protons. Fait que, mettons, le lithium, lui, il veut donner un électron de valence. Donc, il veut en donner un, ça veut dire que son ion, ça va être Li+, ou Li 1+. Na aussi veut donner un électron, fait que son ion, ça va être Na+. Là, si tu veux savoir pourquoi c'est plus, bien, regarde ici, là. Quand je compte le nombre de protons et d'électrons de Na, après qu'il se soit débarrassé celui sur la dernière couche que j'ai enlevé tantôt, il est rendu avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 électrons. Puis il y a 11 protons dans son noyau. Ça veut dire qu'il y a une charge positive de plus que le nombre de charges négatives qu'il y a cet atome-là. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est un ion qui est positif. Ensuite, beryllium, magnésium, calcium et compagnie, eux autres, ils ont 2 électrons de valence sur leur couche. Fait qu'eux autres aussi, là, c'est vraiment plus facile de donner 2 électrons de valence que d'essayer d'aller en chercher 6 pour atteindre la perfection. Donc, eux autres aussi, quand ils vont donner leurs 2 électrons de valence, bien, ils vont avoir un déséquilibre entre le nombre de
protons, puis le nombre d'électrons qu'ils vont avoir, comme ils ont donné 2 électrons, ils vont avoir 2 électrons, oups, 2 électrons, excusez-moi, j'ai fermé mon iPad, 2 électrons de moins. Où est-ce que je suis? Donc, 2 protons de plus. Ça veut dire qu'eux autres, Mg, là, son ion, ça serait 2 plus. Ensuite, on saute toute la gang de B, si on s'en fout. Ceux qui sont dans la troisième colonne, donc la colonne 3A, eux autres aussi vont avoir tendance à vouloir donner leurs 3 électrons de valence. Donc, ça va être des 3+. Donc, par exemple, B, B 3+. Donc, ils vont vouloir donner leurs 3 électrons de valence. Ensuite, ceux qui sont à 7, je vais aller tout de suite à 7 puis je vais revenir avec les autres. Donc, ceux qui sont dans la 7e colonne du tableau périodique, eux autres, il leur en manque juste un. Donc, ils vont vouloir aller en voler un électron de valence. Quand ils vont avoir fait ça, donc par exemple, fluor. Fluor, là, il y a 9 protons, parce que son numéro atomique, c'est 9. Sur sa première couche électronique, il y en a 2, comme tout le monde. Sur sa deuxième couche électronique, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand il va avoir volé l'électron de quelqu'un d'autre, il va avoir 8 électrons de valence sur sa dernière couche. Fait que là, il y a toujours ses 9 protons, mais il va être rendu à 10 électrons. Ça veut dire qu'il va avoir une charge de moins, parce que les électrons, c'est moins, de plus que son nombre de protons. Fait qu'ici, là, ceux qui sont dans cette colonne-là, leur ion, c'est 1 moins. Donc, ça va être F moins. Oxygène. Oxygène, il y a 6 électrons de valence. Il en manque 2. Oxygène, soufre et compagnie. Là. Les autres, leur en manque 2 pour avoir pour que ça soit parfait là, comme les gaz nobles. Donc, je vais le dessiner comme ça. Ah non, il veut. Ah non, j'ai tout scrappé. Bon, ok, je recommence. Donc, je vais dessiner oxygène pour que tu le vois bien. Allez. Mon crayon ne marche plus, je sais pas pourquoi. Bon, oxygène. Alors, oxygène, 8 protons. Ensuite, sa couche ici, il y en a 2, comme tout le monde. Et lui, il y a une autre couche, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment je sais qu'il y en a 6? Ben, c'est écrit ici. Puis la 6e colonne. Donc lui, là, il lui manque juste 2 électrons pour finir sa couche. Il va aller chercher 2 autres électrons ailleurs. Et là, oxygène va être rendu avec 8 plus et 10 moins. Ça veut dire qu'il y a 2 charges négatives de plus. Donc, oxygène, ici, 2 moins. On aurait O2 moins. Azote, 5. Donc, il lui en manque juste 3. 3 moins. Et ceux qui sont ici dans la 4e colonne, ben, eux autres, soit ils en gagnent 4 ou soit ils en donnent 4. Donc, comme c'est équivalent, là, mettons, je vais dessiner le silicium. SI. Donc, silicium, là, il y a 14 protons. Ça, c'est mon noyau. Il y en a 2 sur sa première couche électronique. Il y en a 8 sur sa deuxième. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis là, lui, il y a une 3e couche électronique, silicium. Là, il est numéro 3 ici. Puis là, ben, il y en a 4. 1, 2. Je dessine là, mais c'est pas vraiment important. 3, 4. Fait que là, lui, il a comme 2 choix. Soit il se débarrasse de ces 4-là, ou il va en chercher 4 autres. Puis c'est la même difficulté. Fait qu'eux autres, là, c'est soit 4 moins ou 4 plus. Ça dépend avec qui ils vont se pairer. Donc, tu te doutes bien que ceux qui sont dans la première colonne du tableau périodique vont avoir tendance à vouloir là, créer des liens avec ceux qui sont dans la dernière colonne du tableau périodique. Donc, par exemple, LIF, ben ça, c'est une molécule qui existe parce que le lithium, il va donner son ion au fluor, son électron au fluor. Alors, s'il sépare, Li
un moins, puis j'aurais du fluor, un plus de l'autre côté. Autre exemple, ceux qui ont 2 électrons de valence ici, là, vont avoir tendance à vouloir venir se coller avec ceux qui en manquent 2. OK? Ou encore, il pourrait y en avoir ici qui en 2 à qui il en manque 1. Comme ça, nos ions vont être équilibrés. Donc, ça c'est pour les ions. Quand on demandait maintenant la conductibilité électrique des propriétés des solutions, bien, quand j'ai une molécule qui se défait en ion, donc quand je peux avoir une molécule comme ça là, qui va se défaire en ion, les ions ils vont permettre le passage du courant électrique. Donc quand j'ai des molécules qu'on dit ioniques qui vont se défaire en ion, bien, il y a plus de chances d'avoir le passage d'un courant électrique. Alors, c'est ce qui est indiqué ici dans le tableau périodique. Ici, la première colonne du tableau périodique, ion 1+, deuxième colonne 2+, troisième colonne 3+, quatrième 4+ ou 4-, cinquième 3-, sixième 2-, et septième 1-. Pourquoi ici ça c'est des moins? Parce qu'il leur en manque juste 3, juste 2 et juste 1 pour atteindre l'équilibre. Super important. Ensuite, ça on l'a déjà vu ensemble. Les types d'électrolytes, c'est ça aussi. Là, c'est des substances qui permettent le passage d'un courant en solution aqueuse. Fait que ça, on avait vu là, ensemble les réactions chimiques de neutralisation, de combustion. Alors, quand j'ai une molécule qui est soit un acide, une base ou un sel, qui vont se défaire en ions comme on vient de voir, bien, on a plus de facilité à faire passer du courant électrique à l'intérieur. Donc, un électrolyte, c'est une substance qui permet le passage du courant en solution aqueuse. Donc, on pourrait, par exemple, te montrer là, une image. Je vais remettre mon iPad. Je vais te dire comme, ben, OK, là, j'ai genre une solution dans laquelle je mets un courant. Puis là, ben, j'ai la possibilité d'avoir une lumière qui allume ou ben là, je fais passer le courant, puis là, la lumière, elle allume pas. Donc, laquelle de ces solutions-là, c'est un électrolyte? Ben, c'est celle où la lumière allume, où je peux avoir le passage d'un courant dans cette solution-là. C'est ce qu'on veut dire par conductibilité électrique. Bon, on va continuer avec l'électricité en allant regarder ce qu'il y a dans charge électrique, électricité statique, la loi d'Ohm, les circuits électriques et la relation entre puissance et énergie électrique. Puis ensuite, on va parler de champ magnétique. Ça ne sera pas très long. OK, donc on va aller regarder ici. Est-ce qu'on l'a? Hey, c'est fou, là, on a déjà tout vu ça. Ça va bien nos affaires. Ça, on l'a vu aussi. Balancement des équations. Conservation d'énergie, on l'a vu. Le rendement énergétique. Électricité statique. Donc, on a plusieurs façons de créer de l'électricité statique. Qu'est-ce que c'est l'électricité statique? C'est un débalancement au niveau des charges. C'est qu'on va avoir une substance où il va y avoir des électrons en surplus, puis une substance où est-ce qu'il va y avoir des électrons qui vont être en moins. Quand on a moins d'électrons, on a une substance qui est positive, puis quand on a plus d'électrons, on a une substance qui est négative, parce que les électrons, ils ont une charge négative. Donc, plus on a de particules négatives, plus on est négatif. La loi des charges, c'est que je dois avoir des signes contraires, un plus avec un plus ou un moins avec un moins. Non, un plus avec un moins puis un moins avec un plus pour avoir de l'attraction. Donc, les charges là, contraires vont s'attirer. Et les charges qui sont équivalentes, qui sont pareilles, vont se repousser. Donc, on a des différentes façons de créer ou de donner de l'électricité statique entre un matériau. Donc, par exemple, si je touche un matériau qui a une charge positive avec un matériau qui est neutre, bien, les deux matériaux vont devenir charge positive. Si j'ai des charges négatives, ça va être la même chose. Les deux matériaux vont avoir des charges qui sont négatives. Si je frotte un matériau l'un contre l'autre,
bien, certains matériaux vont avoir tendance à vouloir gagner des électrons, donc devenir positifs, et certaines substances vont avoir tendance à perdre leurs électrons, donc devenir positifs. Ça, il ne faut pas que tu les saches par cœur, mais il faut que tu sois capable d'utiliser un tableau où est-ce qu'on te donnerait les tendances à donner ou à perdre des électrons. Ça, c'est le frottement. Ensuite, quand on a du frottement, bien souvent, il y a une grande quantité de charge qui va passer d'un matériau à l'autre. C'est une façon très efficace pour arracher des électrons d'une substance à l'autre. Quand on est très chargé positivement ou négativement, bien, quand on va toucher une autre substance, il peut y avoir comme une grande quantité de charge qui vont se décharger d'un endroit à l'autre. C'est ce qui peut faire, entre autres, les éclairs, mais aussi les petits chocs électriques là, sur les poignées de porte, par exemple. Et finalement, l'induction, c'est quand on a deux substances qui sont assez proches pour que les charges soient capables de passer d'une substance à l'autre sans même les toucher. Donc, c'est un peu ça qui se passe dans le rééquilibre quand, avant même de toucher la poignée, là, tu pognes un choc électrique. Donc, ça, c'est pour l'électricité statique. C'est tout. C'est juste ça que tu dois savoir. Pour maintenant, l'électricité... électricité dynamique, pardon. Je faisais plusieurs choses en même temps. Donc, la loi d'Ohm et les circuits électriques. Donc là, je vais regarder ce qu'il y a. Ici, ben ça, je vais y retourner tantôt. Ah, circuit électrique. Mais je pense que je vais y aller avec mon iPad pour commencer. Il là, c'est pas beau, ça. Donc, les circuits électriques. Dans un circuit, on a trois informations. Donc, trois trucs qu'on peut avoir. Premièrement, on va avoir l'intensité du courant. L'intensité du courant, là, ça va être le nombre de charges. Donc, l'exemple que je donne souvent, là, c'est par exemple, tu es dans un corridor. Ça, c'est moi, dans la porte de ma classe. Voilà. Et là, je vais venir compter le nombre d'élèves qui passent devant moi. Ça, c'est l'intensité du courant. Donc, je vais compter. Puis là, je vais dire comme, ah, il y en a qui ont des bras, il y en a qui ont des jambes. Il y en a juste un qui a les deux. Donc, le nombre de charges, donc des petites personnes là, qui se déplacent dans cette direction-là, ça, c'est l'intensité du courant. C'est le nombre de charges. L'intensité du courant, ça se mesure avec un ampère-mètre. Et son unité de mesure, c'est les ampères. Ça, là, il faut absolument que tu saches tout par cœur, toutes ces affaires-là. Ensuite, l'autre information, c'est la différence de potentiel. La différence de potentiel, là, c'est comme la pression des charges que tu vas avoir. Donc, pour la même quantité de charge ici, donc il peut y avoir là, des gens qui vont se déplacer. Donc, je vais te faire un exemple ici en haut. Ça, c'est le même couloir, là, mais vu de haut. Donc, je pourrais avoir là, 1, 2, 3, 4 élèves qui se déplacent doucement ici, là, tranquillement, le long du corridor. Ou je pourrais avoir là, les 4 mêmes élèves, là, mais qui sont tous collés les uns sur les autres, puis là, qui se déplacent vraiment fort, là, qui essayent de se pousser dans le corridor. Donc, ça, là, cette différence-là, c'est les mêmes personnes, c'est le même nombre de charges, mais il va y avoir plus de pression dans le deuxième exemple. Ça, c'est la différence de potentiel. Ça se mesure avec un voltmètre et ça se calcule, l'unité de mesure, c'est les volts. L'autre information ou l'autre élément de mon circuit électrique, ça va être la résistance. Donc, les résistances, là, c'est l'utilisation du courant ou encore la capacité à ralentir le courant. Donc, si par exemple, là, dans mes deux exemples, je mets ici là, une petite barrière, puis là, les gens, il faut qu'ils passent par-dessus. Puis ça peut être un exemple de résistance. Ça va comme ralentir ton courant. Les charges sont obligées de passer là. Donc, pour mesurer la résistance, en fait, là, on n'a pas d'instrument de mesure. La résistance, elle se mesure en... L'unité de mesure, c'est ohm, puis son symbole, c'est ça ici. Donc, la résistance, c'est aussi des appareils électriques qui vont utiliser le courant.
Donc, des fois, là, ça peut être des résistances comme des objets de résistance, mais aussi ça peut être des ampoules, là, par exemple, ou ça pourrait être, c'est ça, là, un grille-pain, un séchoir à cheveux, n'importe quoi. Ce qui est important, par exemple, c'est que l'interrupteur, je vais en parler tout de suite, là, ça c'est un interrupteur. L'interrupteur, ce n'est pas une résistance. L'interrupteur, ce qu'il va faire, c'est que concrètement, il va soit venir fermer le courant, donc laisser les charges passer à l'intérieur du courant, à des fils électriques, ou encore ouvrir le courant et faire en sorte que les charges ne peuvent plus se déplacer, donc vont être arrêtées. Donc, ça veut dire que quand tu ouvres la lumière, ce que tu vas faire concrètement, c'est venir fermer le circuit électrique. Donc, fermer c'est ça, ton circuit. Alors, et donc permettre aux charges de circuler dans le circuit et faire allumer la lumière. Alors que si tu ouvres l'interrupteur, ce que tu vas faire concrètement, c'est que tu vas faire en sorte que les charges ne peuvent plus se déplacer. Donc, la lumière, elle va être fermée. Ça, c'est super important pour techno. Là. Quand on va te demander en techno de décrire à quoi ça sert l'interrupteur, il faut que tu le dises que l'interrupteur, là, il va permettre de ouvrir ou fermer le courant. C'est super important. Maintenant, la loi d'Ohm. Donc, il y a une relation qui existe entre ces trois éléments-là, qui sont l'intensité du courant, qu'on nomme aussi I, la différence de potentiel qu'on nomme U, et la résistance qu'on nomme R. Donc, on a remarqué là, que la différence de potentiel est égale à la résistance fois l'intensité du courant. Et ces informations-là nous permettent, donc la différence de potentiel en volts est égale à la résistance en ohms fois l'intensité du courant en ampères. Puis ces informations-là nous permettent de trouver des données. Donc, on a des exemples ici. La loi d'Ohm. Donc, par exemple, un grille-pain dont la résistance est de 12 ohms est parcouru par un courant de 10 000 milliampères. Quelle est la différence de potentiel aux bornes du grille-pain? Donc, on va chercher U, différence de potentiel. Ici, on a résistance, on a notre R, puis on a un courant en ampères qui est notre I. Donc, si on cherche le U, on va faire R fois I, donc 12 fois 10. Donc, on va avoir une différence de potentiel dans ce cas-ci de 120 volts. On pourrait aussi faire la même chose si on vous dit, par exemple, dans ce même exemple-là, avec les mêmes données, mais qu'on ne cherche pas le même élément. Donc, si je vous dis là, une source de 120 volts, ou en fait, là, une résistance c'était 10, 12 ohms est branchée sur une source de 120 volts. Quelle est la valeur de l'intensité du courant? Donc, on utilise la même formule, U égale R, I, mais là, ce que je cherche, c'est I ici. Et là, tu sais, en algèbre, que pour venir isoler ici le I, tu vas diviser de part et d'autre de ta formule par R. Donc, U divisé par R égale I. 120 volts divisé par 12 ohms égale 10 ampères. Et c'est ce qu'on avait ici comme information, 10 ampères. Ensuite, quand on a des circuits, là, nos circuits peuvent être branchés de deux différentes façons. On peut avoir des circuits qu'on dit en série, puis des circuits qu'on va dire en parallèle. La différence entre les deux, c'est que le circuit qui est en série, ici, c'est un circuit qui est en série. Donc, j'ai un interrupteur, ensuite j'ai un ampèremètre, ensuite j'ai une ampoule, puis j'ai une autre ampoule. Ça veut dire qu'à l'exception du voltmètre, qui est toujours branché en parallèle, je vais y revenir, dans ce circuit-là, ici j'ai une source électrique, toutes les charges doivent passer par tous les éléments du circuit. Donc, quand j'ai un circuit en série et j'ai une source de courant, ça veut dire que tous les éléments, donc si... Oh, c'est bien bizarre ça.
Ici, j'ai... Ah! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Supprimer. Ici, j'ai une résistance. Ici, j'ai une ampoule. Ici, j'ai une autre résistance. Et je reviens ici à la fin de ma borne. Toutes les charges sont obligées de passer par tous les éléments de mon circuit. Maintenant, je vais le dire tout de suite, là, les instruments de mesure, l'ampèremètre qui mesure l'intensité du courant, il doit tout le temps être branché en série. Donc, tu dois être comme dans ton corridor pour être capable de compter les charges. Puis, on va le placer devant la résistance qu'on veut compter. Donc, par exemple, si je veux savoir l'intensité du courant de ma résistance 1 ici, il faudrait que je branche mon ampèremètre en série à cet endroit-là. Devant, je veux savoir combien de charges vont se rendre jusqu'à ma résistance. Ensuite, il y a des charges qui peuvent rester dans la résistance. Donc, si je veux savoir l'intensité du courant de mon ampoule, oups là, mon Dieu, c'est pas ça que je vais faire partout. Je vais venir ici, le brancher devant mon ampoule. Et si je veux trouver l'intensité du courant de ma résistance numéro 2, je vais venir le brancher devant ma résistance numéro 2. Le voltmètre, maintenant, lui, là, on doit regarder le corridor dans sa hauteur pour bien être capable de comprendre la pression qu'il y a. Si tu fais juste regarder là, les élèves qui sont devant toi, tu n'auras pas de bonne idée de la pression. Il faut vraiment que tu regardes ça de haut. Alors, on va venir le brancher en parallèle. Donc, si je veux venir brancher ici, trouver là, la différence de potentiel de ma résistance numéro 2, je viens le brancher en parallèle. Parallèle, ça veut dire que les charges, elles ont deux choix. Soit elles passent par le voltmètre, ou soit elles passent par la résistance. Je vais te dessiner un circuit où est-ce qu'on a des résistances qui sont en parallèle pour que tu vois la différence. Donc ici, piou, 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 piou. Voilà. Puis ici, comme ça. Ça veut dire que les charges, là, c'est un circuit qui est en série et en parallèle. Les charges vont partir de ma source. Ils vont ici se promener dans mon fil. Ils vont arriver à la première résistance. Tout le monde va passer par la première résistance. Ensuite, ils vont arriver ici. Ils ont deux choix. Soit ils vont tout droit, ou soit ils vont là. Ils ne peuvent pas faire les deux. Regarde mon crayon, là. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Fait que soit je vais en haut, puis je continue mon chemin, ou soit je vais en bas, puis je continue mon chemin. C'est ça en parallèle. Donc, parallèle, là, ça veut dire que physiquement, avec ton crayon, là, tu ne peux pas parcourir les deux chemins en même temps. Tu peux pas tout aller dans toutes les résistances. Il faut que tu fasses un choix. Quand on a un circuit en parallèle, ce qui est super important aussi, c'est que tous les chemins que tu vas avoir dans ton circuit doivent avoir une résistance parce que les charges ne sont pas toutes. Là. Si ici j'ai un chemin comme ça, avec un fil où il n'y a rien, toutes les charges, ce qu'elles vont faire, c'est passer juste par l'endroit où il n'y a rien. C'est vraiment moins difficile. Mais ça, c'est no, no, no. Parce que là, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va passer dans cette résistance-là. Et c'est pas ça que tu veux. Tu veux pas condamner une résistance. Tu veux que les charges aient soit dans la résistance ou soit dans l'autre. Ça veut dire que dans un circuit en parallèle, tu ne peux pas avoir un chemin avec un fil vide qui amène rien s'il y a un autre chemin qui t'amène à une résistance. Donc ça ne sera pas du parallèle. Pour que ça soit parallèle avec cette résistance-là, il faudrait que j'ai une autre résistance par-dessus dans mon autre chemin, ou une ampoule, par exemple. Donc, dans le dernier circuit que j'ai dessiné, j'ai deux fois deux résistances en parallèle. Maintenant, mes voltmètres, ben, si je veux trouver la différence de potentiel de cette résistance-là, je brancherai mon voltmètre comme ça. Pour trouver la différence de potentiel de cette résistance, je le brancherai comme ça. Ici, je le brancherai comme ça. Même chose ici, comme ça. Puis si je voulais trouver l'intensité du courant de ma première résistance, il faudrait que je le mette ici. Deuxième résistance, il faudrait que je le mette ici ou là. Donc, à l'intérieur du chemin, le plus collé possible sur ma résistance pour être capable de déterminer l'intensité du courant. Merveilleux. Maintenant, petit crayon, allez. OK, on va maintenant parler de relation entre puissance et énergie électrique ici. Donc, premièrement, vous avez la formule qui dit que la puissance, c'est la différence de potentiel fois
l'intensité du courant pour un appareil. Donc, on peut trouver la puissance. La puissance, en fait, c'est la quantité d'énergie que va utiliser un appareil. Donc, quand on parle de puissance, vous l'avez ici, c'est le travail que pour fournir un appareil électrique à chaque seconde. Plus précisément, la puissance indique la quantité d'une énergie qu'un appareil peut transformer durant une période de temps. Donc, plus il est puissant, plus il va utiliser une différence de potentiel qui est importante avec une intensité de courant qui est importante aussi. L'unité de la puissance, c'est le watt, comme vous voyez ici. Donc, quand on parle d'un objet qui a une puissance de certains watts ou kilowatts, c'est ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire pendant qu'elle a cette capacité-là d'utiliser cette énergie-là quand on va utiliser l'appareil. Donc, je vais juste vous donner un exemple ici, là. Donc, on parle des sécheuses de la marque Whirlpool, mais c'est pas vraiment important la marque. Puis dans le site internet, on dit que la plupart des sécheuses électriques peuvent avoir besoin en moyenne de 1800 à 5000 watts d'énergie. Donc, ça veut dire que pour faire fonctionner la sécheuse, on a besoin de cette puissance-là. Donc, c'est sur les appareils électriques, on a directement la mesure de la puissance de cet appareil. Donc, je vais tourner mon iPad, mais j'y reviens. Ça veut dire que pour un objet, si je veux savoir combien, par exemple, quel est... Ah, ben ici, super bon exemple. Donc, j'ai une sécheuse dont la puissance, je vais remonter après, est égale à, bon, on va dire 2000 watts d'énergie. Et je sais que la différence de potentiel sur laquelle est branchée cette sécheuse, c'est 120 volts. Et je veux savoir quelle doit être l'intensité du courant pour faire fonctionner cette sécheuse. Donc, je sais que la puissance P est égale à U fois I. Je cherche I, donc je vais diviser par U des deux côtés de mon équation. U s'annule ici. C'est fatigant, ça, je peux l'enlever. Ici, ça s'enlève tout seul. Bon, tant pis, ça va être là. Ah, bon, merveilleux. Donc, la puissance, c'est, on a dit 2000 watts sur la différence de potentiel qui est 120 volts. Donc, l'intensité du courant dans cette situation, 3 divisé par 120. Donc, on aurait une intensité de courant de 16,7 ampères pour l'utilisation de ma sécheuse. Donc, exemple de puissance. Oh, c'est là mes affaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a quelque chose de super important. On a une information au niveau du kilowattheure qui est là. Kilowattheure, kilowattheure. Et on a une équivalence en joules. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? C'est que en fait, là, l'énergie va pouvoir nous être utile quand on connaît la puissance et la variation de temps. Donc, l'énergie consommée pour un même appareil, en fait, là, ça va être la quantité d'énergie, donc quantité en watts, sur un certain temps. Donc, sur une variation de temps qui est soit en secondes ou soit en heures. Et là, en fonction de ce qu'on a comme information, on peut avoir notre résultat ici là, en kilowattheure ou encore en joules qui va être en watts par seconde. Donc, toujours dans mon exemple de sécheuse, donc on a indiqué énergie consommée. Énergie est égale à la puissance fois la variation de temps. Et l'énergie, elle peut être soit en joules ou soit en kilowatts par heure. Donc, si on dit ici là, que j'ai une sécheuse qui, on a dit, nous autres, on lui a donné 2000 watts d'énergie. Et là, on veut savoir combien en kilowatts heure et combien en joules cette sécheuse-là va consommer pour, disons, 30 minutes d'utilisation.
Je vais revenir, puis je suis pas à la bonne place. C'est pas toi que je veux, c'est toi. Donc, ici, on a une sécheuse dont la puissance égale 2000 watts. C'est notre même sécheuse que tantôt. On l'utilise pendant 30 minutes. Puis on veut savoir quelle va être l'énergie consommée. Donc, on va le faire en joules et en kilowattheure. Si je veux le trouver en joules, les joules, ce sont, comme c'est écrit ici dans votre feuille de formule, voilà, ah non, c'est pas écrit. Les joules, ce sont des watts par seconde. Donc, joules, ce sont des watts par seconde. Donc, l'énergie utilisée égale à la puissance fois la variation de temps. Donc, l'énergie, c'est ce que je cherche. La puissance, 2000 watts. Et la variation de temps, dans ce cas-ci, ben on a 30 minutes fois, puis on a 60 secondes par minute. Donc, on va faire 30 fois 60 pour déterminer combien de secondes il y a dans 30 minutes. Ça nous donne 1800 secondes. 1800 secondes. Donc, l'énergie en joules égale à 2000 watts fois 1800 secondes. Donc, l'énergie, 1, 2, 3, fois 1800, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 600 000 joules. Donc, c'est pas vraiment une information qui est facile à travailler. C'est pour ça qu'aussi, des fois, on va travailler avec le kilowatt par heure. Donc, kilowatt, c'est comme un kilomètre. Dans un kilomètre, il y a 1000 mètres. Donc, dans un kilowatt, il y a 1000 watts. Et par heure ici. Donc, je vais utiliser exactement la même formule que tantôt. L'énergie, c'est la puissance qui est, on a dit, 2000 watts par unité de temps, qui est 30 minutes. Et là, pour pouvoir le trouver en kilowattheure, bien ici, je vais diviser par 1000, donc diviser par 10, par 100, par 1000. Ça veut dire que la puissance, c'est 2 kilowatts, ici. Et le temps, 30 minutes, c'est 0,5 heures. Donc, l'énergie est égale à la puissance fois la variation de temps. L'énergie est égale à 2 kilowatts fois 0,5 heures. Donc, l'énergie, ce serait 1 kilowatt par heure pour cette sécheuse. Donc, ici, toujours dans mon exemple de mon site internet, si on dit là, que les sécheuses consomment ce qui équivaut à environ 1,8 à 5 kWh d'électricité, bien là, ça veut dire qu'on a considéré que ces sécheuses-là, qui consomment 1800 à 5000 watts d'énergie, sont utilisées en moyenne pendant 1 heure. C'est ça qui nous a donné ce résultat-là. Donc, 1,8 à 5 kWh d'énergie. Merveilleux. Donc, nous serions rendus ici. Donc, relation entre puissance et énergie électrique, c'est vu. Il nous reste loi de la conservation de l'énergie et le rang... non, ça, le fait. Pardon. Force... Ici, on fasse tout ça. Il nous reste force d'attraction et de répulsion, champ magnétique d'un fil parcouru par un courant. Donc, force d'attraction et de répulsion. Bien, on l'a vu déjà un petit peu avec les charges. Donc, on a vu déjà plus tôt là, que quand j'ai une charge qui est positive, tout près d'une charge qui est négative, bien, les deux charges vont avoir tendance à se rapprocher. On dirait un petit bonhomme qui fait un clin d'œil. Tandis que quand j'ai
deux charges de même signe, donc par exemple positif ou négatif, vont avoir tendance à vouloir s'éloigner, ces charges. Donc pour le champ magnétique, c'est la même chose, mais quand on parle de champ magnétique, on ne parlera pas de plus et de moins, on va parler d'un champ magnétique qui a un nord et qui a un sud dans le champ magnétique. Donc ça veut dire que si je place deux aimants côte à côte, la partie sud de l'aimant, ici, va être attirée par la partie nord de l'autre aimant, comme ça ici. Donc, les contraires vont s'attirer. Le nord est attiré vers le sud et le sud est attiré vers le nord. L'autre information dont on vous a déjà parlé, c'est que sur la planète Terre, notre nord géographique et notre sud géographique ne correspondent pas au nord et au sud qu'on dit magnétique. Donc, le nord magnétique, nord géographique est en fait le sud magnétique. Et le sud magnétique est en fait le nord, le sud géographique est en fait le nord magnétique. Et pourquoi? Mais parce que quand on utilise une boussole, la boussole, elle pointe le nord tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça veut dire que si je mets un aimant, comme ça ici, puis que le nord est là, la boussole, excuse-moi, non, la boussole pointe le nord géographique, mais en fait, la boussole, là, elle va pointer le sud magnétique. Donc, ça veut dire que si j'ai un aimant qui est à côté d'une boussole, donc ma boussole, on va avoir l'impression qu'elle pointe le nord, mais en fait, là, elle va pointer le sud magnétique. Donc, si j'ai une boussole comme ça qui pointe vers le nord, ce qu'on pense être le nord, en fait, elle va pointer vers le sud d'un aimant. Okay? Donc, le nord de la boussole est orienté vers le sud d'un aimant. Donc, les contraires s'attirent. La dernière chose, c'est qu'en fait, si j'ai un objet comme un champ magnétique qui va être parcouru par un courant, donc un fil électrique ici, le fil électrique, en fait, va générer un champ magnétique. Et le champ magnétique va tourner autour du fil. Donc, pour connaître l'orientation du champ magnétique, on doit utiliser ce qu'on appelle la règle de la main droite. Ça, c'est un fil. Donc, par exemple, ici, j'ai le moins de mon fil et ici, j'ai le plus de mon fil. Mais dans le fond, là, le courant, il va passer du moins vers du plus vers le moins. Donc, mon courant serait orienté de cette façon. Je vais juste aller vérifier pour être sûr que je ne vous dis pas n'importe quoi. Voilà, merveilleux. Donc, le courant part du plus et va vers le moins, comme on l'a vu quand on a branché nos sources dans notre laboratoire. Donc, pour utiliser la main droite, en fait, le pouce de votre main va pointer dans le sens du courant et les doigts de votre main vont s'enrouler. Ça, c'est une main, c'est très beau. Et les doigts de votre main vont s'enrouler dans le sens du courant. Alors, si j'utilise ma main droite, que mon pouce pointe ici, mes doigts vont s'enrouler dans ce sens-là. Ça veut dire que le champ magnétique de mon objet va être dans ce sens-là ici. Et c'est ce qui complète la section de l'univers matériel.